Pourquoi Donald Trump est perçu aujourd'hui comme l'homme politique qui vient bouleverser, c'est-à-dire que la donne mondiale? Il vient bouleverser, c'est-à-dire que les rapports de force sur le plan économique, sur le plan diplomatique, sur le plan même de l'idéologie. Il vient ici faire les rapports de force en mettant, c'est-à-dire que la taxe, les tarifs douaniers, en imposant, c'est-à-dire que 20% l'Europe, 34% la Chine, 34% c'est-à-dire qu'au Japon, en taxant partout, en faisant du protectionnisme, en disant America First, en disant qu'il veut redorer le blason de l'Amérique, il veut réindustrialiser l'Amérique, il veut que l'économie américaine revienne, que reprenne ses célèbres noblesses, que le peuple américain puisse consommer, que le peuple américain puisse contracter les crédits moins chers, que le peuple américain puisse revivre le rêve américain. Est-ce que Donald Trump a tort lorsqu'il pense d'abord à l'Amérique, lorsqu'il dit d'abord America First? Et j'aimerais que tu me répondes sur les commentaires. Et est-ce que tu dis que les propos que tu entends en ce moment te surprennent? Pour toi ici qui est plus ancien que sur la chaîne, et j'aimerais que tu me marques sur les commentaires depuis quand tu suis cette chaîne. Depuis combien d'années tu suis la chaîne? Pour les anciens, il n'y a pas de nouveau sur le soleil. Vous voyez très bien que c'est la ligne éditoriale de cette chaîne. Quand je dis ici qu'on se doit, c'est-à-dire d'aller valoriser et vulgariser les chaînes de richesse que nous avons sur le plan local. Parce que, laisse-moi te dire, au-delà de toutes ces mascarades que tu vois en ce moment, tu vois les hommes politiques et même l'oligarchie, c'est-à-dire mondiale, les 2% des riches qui détiennent 95% de la richesse sont en panique. Pourquoi est-ce qu'ils sont en panique? Pourquoi est-ce que subitement, tout le monde, c'est-à-dire que tous les hommes politiques sont en train de paniquer? Pourquoi est-ce que l'économie panique? Pourquoi est-ce que la bourse panique? Pourquoi est-ce que le monde de la finance panique? Tu vois, chute de la bourse, toutes les grandes capitalisations américaines, les 500 grandes capitalisations américaines sont en train de perdre énormément d'argent. Et quand on parle de perte d'argent, c'est en termes de milliers de milliards de dollars. En une seule journée, la bourse américaine a perdu plus de 3 000 milliards de dollars. C'est l'épargne des Américains. C'est l'assurance vie des Américains. C'est là où les Américains vont prendre des crédits pour pouvoir payer l'éducation des enfants. C'est la retraite des Américains. Si on ne fait rien, c'est un autre crash comme celui de 2008 qui est en train de s'envisager. Mais est-ce que tu as dit que Donald Trump n'a pas le mérite de le faire? Et pourquoi, comme par hasard, les Européens aussi sont en train de dire là maintenant que oui, il faudrait aussi qu'on réagisse, qu'on mette les taxes, qu'on fasse du protectionnisme, qu'on réindustrialise l'Europe, qu'on ramène que les industries en Europe, qu'on redonne le plein emploi en Europe. Ce n'est pas tout ce que je partage ici sur la chaîne. Ce n'est pas ce qu'on véhicule ici. Ils sont en train de dire que oui, le système capitaliste qu'ils ont mis depuis plus de 50 ans, 80 ans, ils sont allés trop loin. Ce système-là a détruit les emplois. C'est ce que je vous dis ici à chaque fois. Ça a détruit l'agriculture. Pourquoi Donald Trump, il veut réindustrialiser avec l'Amérique. Il veut redonner la force aux agriculteurs américains. Je vous le dis ici tout le temps. Notre chaîne porte la thématique sur le domaine agricole. Je vous dis, le système financier a détruit l'agriculture. Aujourd'hui, les agriculteurs ne vivent pas de leur métier. Ceux qui vont produire les céréales. Mais vous les voyez ici. Ici, j'interpelle la diaspora. Pourquoi la diaspora n'ouvre pas les yeux? Pourquoi on a une diaspora qui dort, qui n'est pas éveillée? Pourtant, vous le vivez au quotidien. Les manifestations, les agriculteurs qui manifestent, qui déversent leur culture, qui disent qu'ils ne s'en sortent pas. Parce qu'on est venu leur vendre un système qui les appauvrit. Un système qui les appauvrit,
au profit du système capitaliste, où on vous vend la gratification instantanée, mais qui ne profite qu'à une petite minorité. Je le dis ici tout le temps. Un pays qui veut se développer se doit de pratiquer du protectionnisme. Ça, je vous le dis clair. Si nous ne sommes pas développés en Afrique, c'est parce qu'on ne pratique pas du protectionnisme. C'est parce que nos frontières sont ouvertes. C'est parce que par les mécanismes, c'est-à-dire que du FMI, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, ils sont venus appliquer des plans d'ajustement structurel qui ont détruit nos industries. On n'a pas d'industrie comme ça, c'est-à-dire que nationale. Ils ont demandé à nos États de privatiser s'ils veulent nous donner du crédit. Voilà comment est-ce qu'on a détruit notre tissu économique, industriel. Je vous le dis ici tout le temps qu'un pays qui se veut souverain doit être souverain sur le plan alimentaire. Donc c'est le pays qui doit impulser, c'est-à-dire que les grandes réformes, en commençant par sa recherche, la recherche sur les semences. La recherche était sur les semences de qualité, en privilégiant, c'est-à-dire que les semences, c'est-à-dire que locales, notre consommation locale. Doit faire la recherche, c'est-à-dire que sur le plan, c'est-à-dire que de la mécanisation, s'il faut la mécanisation. Doit faire des recherches sur le plan de la biologie, de la microbiologie, la recherche sur le plan environnemental pour voir l'impact que notre agriculture doit avoir sur l'environnement, doit former, c'est-à-dire que des techniciens agricoles, des techniciens supérieurs sur le plan agricole, des ingénieurs agronomes, doit donner suffisamment de moyens. C'est le pays qui doit aller terrasser les sols, parce que nous sommes en zone forestière. Pour pouvoir faire une agriculture d'envergure, si tu veux aller faire sur 100, 200 hectares, ça demande des moyens colossaux. C'est l'État qui doit aller embraser les sols, tout en sachant qu'on ne va pas aller produire pour produire. On doit aussi respecter l'environnement, on doit respecter la biodiversité, on doit respecter que nos zones protégées, protégeant, ayant des espèces animales, halieutiques, qu'on ne doit pas détruire. C'est l'État qui doit cartographier tout ça. L'État doit cartographier, faire l'étude de sol et faire la sélection même des cultures qu'on se doit de faire. Je te dis, ça demande du protection, parce que ça demande les moyens. L'État doit accompagner, l'État doit financer. Et les agriculteurs et les agricultrices, ça vaut aussi pour les éleveurs. On se doit d'être autonome sur le plan énergétique. Parce que sans énergie, on ne peut rien faire. L'État doit être souverain sur le plan de l'éducation. Donc ça demande une bonne éducation. On doit former les techniciens et les ingénieurs qualifiés qui pourront aller faire du pratico-pratique sur nos cultures locales. Pas des cultures exotiques. On se doit être souverain sur le plan, je vais dire ici, de la science, de la technologie. On se doit être souverain sur le plan aussi culturel. Parce que l'agriculture ou le commerce qu'on va aller faire, le business qu'on va aller faire, ça doit respecter la culture. On doit aller de la culture. On se doit être souverain sur le plan sécuritaire. Parce que si tu ne maîtrises pas ta sécurité, ben, les rapports de force, c'est ça en fait. Je le dis toujours à chaque fois ici. Que nous vivons dans un monde de rapports de force. Donc tu vois que si tu ne maîtrises pas ça, ben, tu seras à la merci de tout le monde. Parce que le capitalisme, c'est quoi le capitalisme? Je vous dis à chaque fois ici que est-ce que nous maîtrisons même l'idéologie sur laquelle nous sommes? On veut gagner de l'argent, mais est-ce que vous connaissez, vous gagnez de l'argent sur quelle idéologie? C'est Lénine qui avait dit que le capitalisme, ou que les capitalistes sont capables d'acheter la corde qui va les pendre. Je peux répéter ça. C'est Lénine qui avait dit les capitalistes, au nom du profit, sont capables d'acheter la corde qui va les pendre. Donc il faut comprendre que nous sommes dans un monde où tu as des courants socialistes, des courants communistes et des courants capitalistes. Donc tu vas entendre des libérales. Donc ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui,
Le capitalisme a poussé, je coutume te dire, le bouchon trop loin. Trop loin. Ils sont venus déindustrialiser les pays. L'Europe aujourd'hui, et il n'y a plus d'industrie. Pourquoi tout le monde va vers la Chine? Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est que c'est l'hégémonie sur le plan économique. L'Amérique est en train de perdre le contrôle. Et au profit de quoi? De la Chine. La Chine aujourd'hui, c'est toutes les industries qui sont en Chine. Pourquoi? Parce que comme j'ai partagé ici avec vous, que dans les années, c'est-à-dire que là, 1900, c'est-à-dire que jusqu'aux années 1960-70, l'Occident prospérait, c'est-à-dire que c'est les industries qui tournaient. C'était le textile, c'était la métallurgie, c'était la sidérurgie, c'était l'industrie textile. C'était plusieurs industries comme ça qui tournaient et qui faisaient travailler les populations. Mais, puisque tu as dit que cette industrie-là polluait aussi, parce que ça pollue l'industrie, le secteur de l'agriculture, de l'élevage, c'est le secteur de la sidérurgie, de la métallurgie, ça pollue. C'est énergivore. Ça détruit l'environnement. Ils ont régulé. L'Europe a régulé. Et en régulant, ça poussait, c'est-à-dire que les capitalistes à aller produire là où c'est moins cher. Ben oui. Google, Apple, tous viennent en Europe. Ils vont produire en Chine. Donc, Nike, tout le monde connaît la marque Nike. La célèbre marque Nike. Mais Nike produit tel que ses vêtements où Nike va aller produire tel que son textile en Asie. Tu entends dans les pays comme les Bangladesh, là où la main-d'œuvre coûte moins cher. Un polo Nike, un t-shirt Nike, produit au Bangladesh, c'est peut-être 5 €. Mais vendu en Occident, ça va coûter dans les 70 €, 100 €. C'est comme ça qu'ils se font du profit. Donc, au lieu que cette industrie-là soit aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, la réglementation, t'as dit qu'elle est là. Les contraintes étaient que sur la régulation, sur les normes, ça pèse. Donc, si Apple ou si Nike va implémenter une usine de production de textiles aux États-Unis, ça va lui coûter les yeux de la tête. S'il implémente aussi, c'est-à-dire que même en Europe, ça va coûter les yeux de la tête, vu les normes qu'ils ont imposées sur le plan environnemental, sur le plan de la qualité des eaux, sur le bien-être des personnes qui travaillent, sur la qualité du tissu. C'est pour ça qu'on va fabriquer des tissus, c'est-à-dire qu'on va fabriquer en Chine. Parce qu'en Chine, la Chine ferme les yeux sur les normes environnementales. La Chine ferme les yeux, c'est-à-dire que sur certains règlements, sur certaines normes. Mais ce que la Chine a imposé, c'est que si vous venez implémenter vos usines, le savoir-faire, vous devez partager le savoir-faire. Je vous le dis à chaque fois. La Chine a bénéficié de ce savoir-faire depuis plus de 40 ans. Tous viennent produire en Chine, mais la Chine fait quoi? Elle est bénéficiaire du savoir-faire et du savoir-faire faire. Elle est bénéficiaire, c'est-à-dire que de la propriété intellectuelle, parce que lorsqu'ils viennent produire, que ce soit Airbus, que ce soit Renault, que ce soit que Tesla, que ce soit Nike, que ce soit Apple, que ce soit toutes ces multinationales, en termes de savoir-faire, c'est énorme. Et en termes d'emploi, de création d'emplois, ça crée des emplois, même si c'est des emplois qui sont sous-payés, mais ça crée des emplois en Chine. C'est la Chine qui bénéficie au détriment du peuple, c'est-à-dire des Européens et des Américains. C'est là où nous en sommes aujourd'hui, que c'est le serpent qui se mord la queue. La Chine aujourd'hui, plus de 70 ans après, a acquis énormément de compétences et aujourd'hui, elle aussi, elle lève la tête, elle innove. Or qu'avant, c'est l'Amérique qui innovait. Maintenant, la Chine innove. Et la Chine détient, c'est-à-dire que des secteurs comme ça, je veux dire des secteurs stratégiques. Le numérique, tout ce qui est intrant pour les fabrications de médicaments. La guerre est aujourd'hui sur le plan numérique. C'est la Chine qui détient au moins 65% des terres rares. Et au moins 85% des terres rares déjà transformées. 85% des terres rares. Et ces terres rares sont destinées à quoi? À l'industrie de l'aéronautique, à l'industrie telle que du numérique,
à l'industrie spatiale, à l'industrie de la défense fabriquée, c'est-à-dire que tout ce qui est bombe, armement. Et aujourd'hui, on sait que si tu n'as pas cette terrain-là, tu ne pourras pas, que c'est le présent et l'avenir. Et aujourd'hui, la guerre est sur le plan énergétique. Si tu n'as pas cette terrain, tu ne pourras pas, justement, être dans ce monde de productivité. C'est là où nous en sommes. Et Donald Trump a compris ça. Et je t'ai dit aussi que l'homme qui a compris aussi, c'est Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré a compris aussi que on ne peut pas, que se développer tant qu'on n'est pas, tant que nous ne sommes pas en train de faire du protectionnisme. Ça demande du courage. Hein. Si Donald Trump le fait aujourd'hui, c'est parce qu'il sait qu'il est... c'est lui le gendarme du monde. C'est le plus fort. Plus fort sur le plan économique, plus fort sur le plan militaire. C'est lui qui peut se lever aujourd'hui et dire que non, 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 je stoppe tout ça. Mais les autres disent aujourd'hui que mais comment tu peux stopper ça alors que c'est toi qui as créé ça? Oui, il stoppe ça parce que il vient faire payer les GAFAM. Il vient faire payer, c'est-à-dire que les 500 plus grosses entreprises américaines. Il vient faire payer la finance. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde, l'Amérique ne vit que par les services. Toutes les usines sont en Asie et en Europe, comme aux États-Unis, c'est les services. C'est Google, c'est Facebook, c'est Amazon, c'est Netflix, c'est les services. Et les autres profitent des produits. C'est pour ça que je dis à chaque fois que la production est capitale. Et vous allez avoir, c'est-à-dire quoi, nos entrepreneurs sur le web qui vont dire non, la production ne sert à rien. Aller produire, ça ne sert à rien. Non, la production est importante. Voilà Donald Trump, je vous dis depuis 5 ans que le système capitaliste, la finance, est venu détruire l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, ce ne sont plus les agriculteurs, c'est les fonds de pension. Donc on demande comme ça, c'est-à-dire que aux Américains de mettre leur épargne. Eux, ils viennent acheter comme ça 2000, 3000 hectares, 10 000 hectares pour produire le soja, pour produire le maïs. Ils détruisent comme ça de l'agriculture familiale au nom du profit. Et cette agriculture-là, les céréales qu'on va les produire ne vont pas servir à la consommation humaine parce qu'il faut comprendre ici que les céréales, il y a plusieurs variétés. Le maïs, par exemple, il y a un maïs pour la consommation humaine et il y a un maïs pour la fabrication, c'est-à-dire que de la provendierie, et il y a un maïs pour tout ce qui est brassicole. Donc, eux, ils vont aller là où il y a le profit. Et il y a un type de maïs pour faire les biocarburants. Les investisseurs, les actionnaires, c'est quoi leur intérêt? C'est de faire le profit. Donc, eux, ils vont préférer qu'on ait fait un maïs destiné à faire, par exemple, du biocarburant, lorsque le coût du pétrole est élevé, au détriment de l'alimentation. Et vous allez entendre que non, on doit aller produire que sur 2000, sur 3000 hectares, parce qu'on ne peut pas travailler avec la houe. L'alimentation, c'est-à-dire que travailler avec la houe, on ne peut pas nourrir des milliards de personnes. Non. Les études ont démontré que l'agriculture naturelle et l'agriculture, c'est-à-dire qu'en utilisant la chimie, en produisant de façon naturelle, c'est rentable. La chimie, produire avec la chimie, ce n'est pas plus productif que produire de façon naturelle. Mais tu vas me poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on demande de produire avec les engrais, avec la chimie? Mais parce que ça bénéficie à l'industrie de la chimie. Je vous le dis depuis, je vous le dis, parce que je suis sur le terrain. Moi qui te parle, je produis. Je connais les effets bénéfiques de chaque pratique. Donc si moi je viens te dire ici que c'est plutôt de la propagande, c'est plutôt du marketing. Parce qu'aller produire avec la chimie, c'est coûteux. Aller mettre les engrais, c'est très coûteux. Aller mettre les pesticides, les nématicides, les fongicides, les raticides, c'est énormément coûteux. Aller produire avec la mécanisation, c'est coûteux. Et ça bénéficie à qui? À l'industrie de la mécanisation. Ça bénéficie à quoi? À qui? À l'industrie du pétrole. Alors qu'aujourd'hui, avec les expériences faites aux États-Unis, en Europe,
partout ont démontré que, en produisant de façon naturelle, on peut nourrir largement, c'est-à-dire que les 9 milliards en 2050 que nous serons. Et sans impacter l'environnement, sans impacter la biodiversité, sans impacter, sans impacter notre économie, sans impacter notre santé, sans impacter le bien-être du consommateur. Parce qu'aller produire, aller faire de l'agriculture, ce n'est pas uniquement de la productivité. Ça concerne, c'est-à-dire que la qualité du sol, le respect de la qualité du sol, le respect de la qualité des eaux, le respect de l'environnement, le respect, c'est-à-dire que de la macro et de la microbiologie, le respect de la biodiversité, le bien-être, c'est-à-dire que de celui qui travaille, le bien-être des consommateurs. Et il faudrait que le producteur gagne. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour corroborer mes propos, c'est de dire ici que le capitaine Ibrahim Traoré, les actions qu'il est en train de mener présentement, il a compris. Nous, depuis 5 ans, on le fait. Et depuis 3 ans, Ibrahim Traoré est en train de le faire. Pourquoi est-ce qu'il s'est attaqué directement d'abord à l'alimentation? Parce que c'est le premier poste vers lequel on se doit s'attaquer. Parce qu'en s'attaquant à l'alimentation, il y a plusieurs chaînes de valeur. Et vous avez vu que c'est lui-même qui allait acheter les tracteurs. Il a acheté des bulldozers. Il a commencé à déblayer les espaces pour les paysans. Vers qui il s'est dirigé? Il s'est dirigé vers les paysans, vers les producteurs. Ibrahim Traoré a compris que c'est les producteurs, c'est les paysans. Il faut leur donner cette force-là. Que c'est parce que les paysans sont là que la population en ville peut manger. C'est parce que les paysans sont en train de produire sur 3 hectares, sur 4 hectares, sur 5 hectares que la population a de quoi manger. Et que si on peut leur donner la force, par rapport à certaines cultures, on peut venir déblayer, mais ça bénéficie pour eux. Est-ce que vous voyez, pour nos populations, c'est-à-dire qu'en Afrique, où 70% vivent en zone rurale, de vous à moi, vous pensez que quel est le paysan, quel est l'agriculteur qui peut aller acheter un tracteur à 40 millions ou à 50 millions? Parlons peu, mais parlons bien. Quel est l'agriculteur qui peut aller comme ça, un sac d'engrais, et se vend des fois à 28 000 francs? Et sur un hectare, on peut demander de mettre 6 sacs. Si cet agriculteur a 20 hectares ou à 50 hectares, multiplie 6 par 20. La personne va prendre les moyens où? Et qui derrière, avec les chemins, c'est-à-dire que monter, où cet agriculteur n'a pas le contrôle sur la vente de ses produits. On viendra vous dire que non, la production ne sert à rien. Il faut être intermédiaire, il faut être courseur. Mais c'est encore là, c'est ça la grosse arnaque. Donc ça veut dire que le paysan travaille au profit de l'intermédiaire. Est-ce que vous voyez l'arnaque? L'intermédiaire, on va vous dire, non, il faut venir faire le business d'intermédiaire. Il faut venir faire le business de courseur. Il faut venir faire le business des négociants. Parce que c'est là où tu vas gagner plus que celui qui produit. Elle est où la logique? Mais c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Qu'on vient encourager, c'est-à-dire que le vol, en fait, on vient détruire le travail. Parce que si toi, tu es négociant, est-ce que tu connais, c'est-à-dire que comment l'agriculteur qui a travaillé, qui a produit le cacao, ou le café, ou le coton, est-ce que tu connais les étapes, les péripéties que l'agriculteur a traversées? Non, toi, tu viendras juste, quand il a fini de faire le boulot, tu viens fixer le prix. Tu oublies toutes les peines, toutes les difficultés qu'il a traversées, tu viens fixer le prix. Pour aller après multiplier le prix par 10 ou par 20. Elle est passée où la morale? Elle est passée où la morale? Donc c'est ça le capitalisme. Voilà les dérives du capitalisme. On va vous dire non, soyez uniquement les vendeurs. Allez produire, ça ne sert à rien. Soyez les vendeurs. Faites le marketing, faites le e-commerce, faites avec Amazon, faites le dropshipping. C'est ça la dérive aujourd'hui, que tout le monde est en train de faire les services. Mais pendant ce temps, la Chine produit, l'Asie produit. Mais on vient faire consommer, c'est-à-dire que les pays européens, les pays américains et les pays d'Afrique. Parce que quand tu es consommateur, tu ne produis pas. On te maintient dans un état d'appauvrissement. Donc voilà les dérives du capitalisme. Ils sont tous en train de reconnaître ça aujourd'hui.
Tous ces politiciens européens sont en train de dire aujourd'hui que non, oui, on se doit de réindustrialiser, on se doit de ramener nos industries, on se doit de repenser l'agriculture, qu'on a détruit notre agriculture. Je vous le dis ici depuis 5 ans. Mais les informations que je partage ici, c'est des informations stratégiques que je vendrai aux dirigeants politiques. Et vous voyez, c'est ce que Ibrahim Traoré est en train d'appliquer là présentement. Il reprend la souveraineté de toutes les richesses stratégiques. Agriculture, énergie, le secteur des mines. C'est des secteurs stratégiques. L'éducation, il est en train de repenser l'éducation. Il est en train de redonner la force aux grandes écoles, telles que Polytech. Les polytechniciens burkinabés sont en train de fabriquer les machines, adaptées à leur terroir, adaptées aux réalités du pays. Nos pays devraient avoir des écoles de guerre commerciale. Je peux répéter, tout pays qui se respecte, ça doit avoir des écoles de guerre commerciale, où là-dedans, on a plein de stratégies. Parce que les pays qui se sont développés, tous ces grands pays ici ont des écoles de guerre commerciale, où c'est des espions qu'on envoie, c'est-à-dire aller espionner telle que la technologie, telle qu'ailleurs, pour venir adapter telle aux réalités locales. Tous ces pays sont développés comme ça, en allant espionner, en faisant du protectionnisme. Vous entendez des fois que mais pourquoi la Corée du Sud est développée alors que la Corée du Sud n'a rien? Pourquoi le Japon est développé alors que le Japon n'a rien? Pourquoi telle que la Chine? Parce qu'ils ont pratiqué du protectionnisme. Oui, Corée du Sud, Japon, protectionnisme, ont fermé les frontières, ont donné la force à leur économie locale, aux industries locales, automobiles, tout ce qui est technologique, informatique, électronique, ont donné la force. C'est ça le rapport, c'est ça le protectionnisme. Et une fois où ces industries étaient fortes, ont ouvert dans la porte au libre-échange. Il faut bien comprendre. Mais tout ça, Japon, Corée, Amérique même, Chine, c'est avec la bénédiction telle que des États-Unis d'Amérique. Ils ont fait ça au départ parce qu'ils voulaient aller produire moins cher là-bas, aller polluer là-bas. Mais maintenant, leur système, c'est-à-dire que rappelle-toi, Lénine a dit, le capitalisme, pour faire du profit, est capable d'acheter la corde qui va le pendre. C'est en train de les pendre là maintenant, c'est en train de les étouffer. Et Donald Trump prend ce courage de venir dire non. Même si ça va vous énerver, même si ça va vous faire mal, la bourse va chuter, l'économie va tanguer, mais c'est pour votre bien plus tard. C'est pour votre bien plus tard. Ça se doit de faire du protectionnisme. Parce que si on s'ouvre, on ne peut pas compétir face aux autres. L'OMC qui est là, OMC, Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale du commerce, ce n'est pas équitable. Surtout pour nous qui sommes dans des pays pauvres. Tu peux compétir dans quel domaine? Mais ils viendront t'envahir. Et eux, ici, ils ont des quotas. L'Union européenne, voilà ce qui risque d'arriver. Si nous aussi, on ne ferme pas nos frontières, si nos chefs d'État ne commencent pas à mettre des stratégies. Tu as vu, Donald Trump a mis 34% de douane à la Chine, 20% à l'Europe, 34% au Japon. Si tu vois, entre la Chine et les États-Unis, il y a cette guerre commerciale, il y a cette rivalité sur les voitures électriques. Donc je pense que sur les voitures électriques, la Chine va se retrouver avec 50% de taxes, tarifs douaniers. Qu'est-ce que la Chine va faire? La Chine va vouloir déployer, c'est-à-dire que ces produits que les Américains ne vont pas prendre où? En Europe. Mais les Européens aussi sont en train de réfléchir, j'espère, qu'eux aussi, c'est-à-dire qu'ils vont être méfiants, que si les États-Unis sont pas en train de prendre les produits chinois, mais eux aussi vont faire attention de ne pas venir ouvrir leurs frontières à prendre tout ce que la Chine va venir déverser en Europe. Parce qu'en déversant les produits en Europe, ça vient faire quoi? Ça vient encore tuer l'économie. Nous, allons en Afrique, c'est nous qui allons manger tout ça. Tous ces mauvais produits faits sans respect avec des normes, ils vont déverser ça en Afrique si nous ne sommes pas intelligents. Ça va encore tuer notre économie. Je vous le dis depuis 5 ans. Je sais que ce que je partage, c'est très technique. Mais si on ne pense pas comme ça, on va finir pauvre. Parce que le danger maintenant,
Je parle ici pour la diaspora américaine, la diaspora canadienne qui me suit, pour les diasporas même européennes, mais beaucoup plus pour les diasporas d'Amérique. Vos épargnes, la diaspora américaine, pour aller contracter le crédit immobilier, par exemple, contracter le crédit immobilier à travers la bourse. Pour épargner, c'est-à-dire que pour la retraite, c'est à travers la bourse. Donc, aujourd'hui, avec ce qui se passe, lorsqu'on voit les pertes de 3 000 milliards en un jour, on voit comment Nvidia, la compagnie qui est de plus perd, Tesla est en perte, Google est en perte, Amazon est en perte. Toutes ces compagnies n'aillent que perdre. Mon Dieu, les fonds de pension sont en perte. Mais c'est grave. C'est aussi qu'en bourse que les étudiants contractent les dettes pour les grandes écoles. Voilà encore une autre aberration. Les grandes écoles, on est fiers de dire que oui, j'ai fait MIT, j'ai fait Harvard, j'ai fait Stanford, j'ai fait Congrès, j'ai fait... Vous voyez que ces écoles-là, ces grandes écoles, on peut questionner ces grandes écoles. C'est encore la finance qui est rentrée dedans. Pourquoi, je le dis? Une grande école américaine aujourd'hui, ce n'est pas moins de 300 000 $ de crédit que les étudiants prennent. 300 000 $. Certains payent ça jusqu'à l'âge de 50 ans. Barack Obama a fini de payer son crédit étudiant lorsqu'il était à la Maison-Blanche. Lorsqu'il était à la Maison-Blanche. Pourquoi ça? Pourquoi ces dérives sont arrivées? Ces dérives sont arrivées parce que la loi américaine garantit, c'est-à-dire que les crédits d'école. Donc, lorsque tu prends un crédit pour ton école de 100 000 $, l'État américain garantit ça. Alors que lorsque tu prends un crédit maison, un crédit voiture et tout ça, l'État américain ne garantit pas. Donc, ça veut dire que lorsque tu fais faillite, comme en 2008, les gens ont fait faillite. Lorsque tu fais faillite, les banques viennent seulement récupérer ce qu'elles ont à récupérer. Ou si tu ne peux pas, on ne récupère rien. Mais alors que la dette d'étudiants, la dette pour l'école, c'est garanti. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu fais faillite là maintenant, que tu as tout perdu, ta maison, ta voiture, tu as tout perdu, ta dette, elle n'est pas effacée. L'État américain va garantir, le Trésor américain va garantir ça. Mais garantir, ça ne veut pas dire qu'on a effacé la dose. Hein. Ça veut dire que tu vas finir par payer ça. Ça veut dire que même au bout de 80 ans, tu vas payer. Tant que tu vis, tu vas payer ça. C'est ça le piège. Donc les gens vont faire les grandes écoles, MIT, machin, ceci, oui. Mais les financiers, tels que derrière, ont juste fleuré la manne en mettant les sommes exorbitantes parce que l'État va garantir. C'est encore le contribuable américain qui va payer. Je parle, c'est ce que vous comprenez. Je vous ai dit que j'ai couvert énormément de conventions. Même ici, en France, ils sont en train d'arriver. Toutes ces grandes écoles, je vous ai dit que j'ai couvert des conventions, des grandes écoles. Ils se réunissent ensemble pour pouvoir fixer les prix. Parce que pour eux, c'est le commerce. Et pour eux, c'est dire que plus c'est cher, mieux ça va sonner pour les gens qui ont les moyens. Et ils visent encore qui? Les Chinois. Que les Chinois aiment quand c'est cher. Si tu mets une bouteille de vin à 5 €, la même bouteille de vin, tu mets à 20 €, tu changes l'étiquette, hein, le contenu c'est pareil. Hein, tu mets à 30 €. Le Chinois va venir prendre la bouteille qui coûte 30 €. Parce que lui se dit que plus c'est cher, mieux c'est. Donc c'est pour ça que tu vas entendre, ah j'ai fait MIT, hein, j'ai fait Harvard. Oui, j'ai fait Harvard parce que c'est le prix, c'est le rang social. Et ça crée de la discrimination. Ça crée de la discrimination. Donc, maintenant donc, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce que vous allez faire? C'est ceux qui ont capté ce que je partageais ici, qui sont allés investir ou aller entreprendre sur les valeurs réelles. Aller acheter sa terre. Aller produire les produits du terroir. Oui, parce que tu ne peux pas dire aujourd'hui que l'immobilier bourse. Je demande donc, quand vous entendez quelqu'un comme Elon Musk, qui a déjà perdu la moitié de sa fortune,
sa société Tesla, qui est en train de mourir. Je vous pose donc la question. À tous les infopreneurs, à tous ces grands investisseurs qui vous parlent sur la toile, qui sont multimillionnaires et milliardaires, même en dollars, en euros, dont on ne voit pas les produits, dont on ne voit pas le produit. Donc, probablement, ils nous parlent des services. Mais il faudrait à un moment donné qu'ils nous disent s'ils sont... Je veux dire qu'ils nous disent l'état de leurs comptes. Elon Musk a perdu la moitié de sa fortune. Est-ce que ces investisseurs sont au rang de Elon Musk? Si Elon Musk a perdu la moitié de sa fortune, ça veut dire que les autres investisseurs que vous suivez, hein, c'est quoi l'état de leurs comptes? Si réellement, c'est que c'est des gens qui gagnent les millions d'euros. Parce que tous sont dans les services. Tous vont vous dire que non, j'ai investi en bourse, j'ai investi sur Amazon, j'ai investi je fais du dropshipping, je fais ceci. Tous, c'est les services. Et c'est des services qui viennent détruire le travail réel. Parce que ces services-là, ces produits, sont produits où? C'est produit en Chine, c'est produit en Asie. Tu fais du dropshipping, mais tu fais travailler plutôt l'économie asiatique au détriment de ton économie réelle. C'est ce que Donald Trump vient condamner. Or que lorsque tu produis le poivre, lorsque tu produis le palmier à huile, lorsque tu produis le ginseng, le bitacola, lorsque tu vas faire le manioc, lorsque tu vas faire le taro, le macabo, l'igname, la banane plantain, c'est l'économie réelle. Tu nourris ta population. Tu n'es pas en conflit direct avec les autres entités. Tu donnes de l'emploi. Tu crées de l'emploi. Tu es utile pour ton pays. N'est pas visionnaire qui veut. Ce que je partage ici, est-ce que beaucoup d'entre nous comprenons ça? Je dis merci pour ceux qui rallient la chaîne. Merci pour ceux qui s'abonnent. Oui, c'est pour ça que je ne suis pas en train de dire abonnez-vous à tout prix, abonnez-vous. Non, je voudrais que ceux qui comprennent là où je vous amène comprennent. Nous comprendrons que ceux qui peuvent comprendre. Parce que vers là où je vous amène, je vous dis, ce n'est pas de tout repos. Depuis plus de 10 ans, je travaille. Ça demande d'avoir un esprit patriotique. Ça demande d'avoir de l'amour pour son pays. Ça demande d'aimer les autres. Ça demande d'être patient, d'être courageux. Ça demande d'avoir une vision sur le long terme. Oui, c'est pour ça que cette chaîne porte le nom de visionnaire. La Chine domine aujourd'hui parce qu'elle a été visionnaire. Elle a été patiente. Elle a accepté l'humiliation. Elle s'est refermée d'abord sur elle-même. Elle a formé sa jeunesse. Pour te dire que pour leur donner la science adaptée à leur réalité. Elle s'est ouverte. Elle a dit, venez produire chez moi. Mais elle a donné des conditions. Si vous voulez produire chez moi, vous devez, c'est-à-dire que libérer votre propriété intellectuelle. Vous devez tout faire chez moi. Si vous voulez, vous devez tout faire chez moi. Vos industries doivent être chez nous pour qu'on puisse bénéficier d'échanges de technologie. Et avec le temps, 40 ans après, elle a attaqué la phase de l'innovation. Elle a attaqué la phase de l'innovation. La Chine, c'est l'industrie du monde. Mais vous n'avez pas vu des aberrations que nous avons eues lors du Covid? Où les masques, les simples masques à tissu. Beaucoup de pays européens étaient incapables de fabriquer. Même aux États-Unis d'Amérique, ils étaient en rupture. Parce que tout était fabriqué en Chine. Parce que tout était fabriqué en Chine. N'en parlons même pas en Afrique. Le masque, le simple masque. Les pays étaient en rupture alors que le virus était virulent. Comme les frontières étaient fermées. Les usines étaient... Mais tout venait de la Chine. Si vous ne comprenez pas ça, c'est que soit vous faites exprès, ou c'est que vous n'avez rien compris au monde. C'est comme ça qu'on a détruit, le tissu industriel. Ils se sont sûrement rendus compte. Mais comme ils sont dans un système où le Big Katika, c'est les États-Unis, personne n'a voulu ouvrir la bouche. Mais il n'y a que le Big Katika qui peut se lever encore dire que maintenant que je bloque, je change tout. Donald Trump.
Donc c'est pour vous dire que les institutions qu'on met là, OMS, Organisation mondiale de la santé, du commerce, OMS, Organisation mondiale de la santé, l'ONU, le FMI, la Banque mondiale, toutes ces institutions-là, c'est quoi le pouvoir aujourd'hui? Donald Trump a écrasé tout ça. Donald Trump vient casser les accords même du climat. Il dit, moi, aujourd'hui, je vais... Il dit, allez creuser les puits de pétrole, baby, creuser les puits de pétrole. Mettez les industries. L'Europe nous a fait du mal. L'Europe a créé des réglementations pour nous bloquer. Aujourd'hui, c'est la Chine qui est en train de tout prendre. Et il n'y a que les États-Unis. Hein. Et il a fait. Donald Trump sait que il ne suit pas la masse. Et je voudrais lui dire ici que dans le business, quand vous entendez tout le monde dire que non, c'est le dropshipping, non, c'est la bourse, non, c'est le ceci, non, c'est Amazon, ne partez pas. Quand tout le monde va vers une direction, mon ami, quand tout le monde va à droite, hein, va à gauche. Quand tout le monde est en train de dire que c'est ça qui paye, c'est vraiment le business qui est gagnant, non, ce n'est plus gagnant. C'est pour ça que moi, ça me conforte quand je dis poivre. Est-ce que tu connaissais le poivre avant? Est-ce que tu connaissais la culture du poivrier? Mais pourtant, tu consommes le poivre tous les jours. C'est la première culture la plus rentable, la plus consommée. C'est la troisième culture la plus rentable. Donc, si c'est l'argent que tu veux gagner, c'est vers le poivre. Ce n'est pas autrement. Mais on vous vend aujourd'hui un monde on veut gagner l'argent rapidement. Les financiers, la finance, les marketeurs. On vient vous vendre un monde de bling-bling. On vous montre la Ferrari. Comment devenir riche en claquant des doigts. Comment devenir riche en dormant. Les marketing des réseaux. Parce qu'on veut gagner rapidement. Mais vous ne voyez pas que ce sont ces business actifs qui viennent à chaque fois faire du ponzi pour vous arnaquer. Tous ces business qui brassent le vent et qui ne produisent rien. Tous ces business qui brassent la palote et qui ne produisent rien. Marketing des réseaux. Un vendeur. Tu vas vendre quoi? Ton pays produit quoi? Je te pose la question. Si tu me regardes, il y a de fortes chances que tu sois africain ou africaine. Ton pays produit quoi que tu vas vendre? Bon, tu vas aller vendre toujours les produits que d'autres pays ont produits. Est-ce de la tautologie? Et c'est ça qui crée donc la pauvreté. Ton pays ne produit pas. Tu vas aller importer en Chine. Soit disant que toi, tu vas t'enrichir, mais tu t'enrichis, mais tu appauvris ton pays. Tu vois, on en est là. C'est ce que je dis depuis 5 ans, en fait. C'est ce que je dis depuis 5 ans, qui aujourd'hui est en train de s'appliquer. C'est ça, être visionnaire. C'est ça, aller faire le business dans une autre classe, tu vois. Et comme j'ai coutume à dire des fois, je dis des fois que ce que je suis en train de dire, c'est pour les personnes qui n'ont pas faim. Oui, ça peut peut-être paraître comme ça que... non, je n'insulte pas. Parce que quand tu as faim, tu veux l'argent là. Mais si tu veux l'argent là, va vendre le bitacola, va vendre le njansan, va vendre le citron, va vendre le poivre, va vendre l'huile, achète même l'huile en détail, tu vends. Mais quand tu veux commencer à penser, quand tu veux commencer à dire je vais entreprendre, ici ça te demande un autre mindset. Ça te demande d'avoir un autre état d'esprit. Comme je te dis, c'est la réalisation progressive d'un idéal de vie possible. Ça demande un esprit de patriotisme parce que quand tu vas aller entreprendre, tu vas commencer de zéro. Pour pouvoir, c'est-à-dire que sortir un produit comme ça. Tu commences de zéro par l'idée d'abord. Tu vas d'abord aller chercher la connaissance, tu vas te former. Tu vas t'entourer des personnes qui ont la connaissance. Ça demande de traverser les étapes. Ça demande d'être focus. Ça demande de ne pas courir sur le syndrome de l'échec brillant. Quand on va te dire dropshipping, crypto-monnaie, non. C'est du vent. Crypto-monnaie, c'est du virtuel. Tu produis quoi? Mais quand tu fais le choix d'aller produire le poivre, c'est une valeur. Une valeur qui peut rester comme ça, c'est-à-dire qu'il a plus de 100 ans. Que tu peux transmettre aux enfants de tes enfants. Quand tu dis, je vais aller produire l'huile de palme, je vais aller produire le njansan, le bitacola, je vais aller faire la culture du manioc. Mais c'est stratégique. Qui ne mange pas le manioc en Afrique? Qui ne mange pas le manioc en Afrique? Et quels sont les dérivés du manioc? Mais je parle à qui? Le manioc, te dit, c'est une culture multiplicatrice de devises.
Avec le manioc, tout se consomme sur le manioc. Avec le manioc, on a une multitude de produits dérivés. La production à l'hectare, c'est plus rentable que les céréales. Un hectare, tu as minimum 35 tonnes. Ça peut aller jusqu'à 50 tonnes, mon gars. Alors que le maïs, les céréales ici, produits en Occident, c'est maximum 10 tonnes. Avec, c'est-à-dire que de la mécanisation, avec les produits chimiques à outrance, avec l'irrigation à outrance. Or que chez nous, tu n'as pas besoin, c'est-à-dire que de tout ça, tu as 35 tonnes. Honnêtement. Et quand tu vas produire des céréales chez nous en Afrique, c'est entre demi-tonne et 3 tonnes. Demi et 3 tonnes. 3 tonnes quand tu as bombardé les produits chimiques là. Donc je te dis maintenant 50 tonnes et 3 tonnes. Qu'est-ce qui nourrit la population? Est-ce qu'il faut aller faire l'ENA? Est-ce qu'il faut aller faire la NASA pour comprendre ça, mon gars? Est-ce qu'il faut aller faire la NASA? Je peux te décliner ça avec le macabo, je peux te décliner ça avec le taro, je peux te décliner ça avec l'igname, avec la banane plante. Est-ce qu'il faut aller faire la NASA, mon gars, si ce n'est pas le complexe ou la paresse qui nous tue? Ou si derrière, mieux, on n'a pas, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Ah, je sais que nous, les Africains, nous sommes champions. On peut même vendre notre programme parce qu'on veut faire le profit personnel. Parce que oui, il y a le conflit, il y a les conflits d'intérêt. Si moi, derrière, je viens te parler d'aller produire des céréales, parce que je vais te vendre les semences, parce que je vais te vendre les produits phytosanitaires, l'engrais, les herbicides, les nématicides, les fongicides, les raticides, parce que si je vais te vendre derrière la mécanisation, tu ne vois pas que derrière, c'est méchant de ma part, parce que je sais pertinemment que tu ne pourras pas t'en sortir avec ça. Mais comme je veux faire le profit, je viens t'induire en erreur. C'est de ça qu'il est question. J'ai beaucoup de retours des personnes de la diaspora qui ont perdu comme ça 20 millions, 30 millions, 50 millions. Parce qu'on est venu les vendre des placements en disant qu'ils vont produire, mais ils ont perdu. Et ça, je dis, c'est les personnes qui m'ont contacté récemment, qui m'ont découvert, qui me disent, Thierry, tout ce que tu dis, mais je n'ai pas besoin, je suis sur le terrain, je connais les réalités. Je connais les réalités même ici en Occident. Mais c'est là où j'interpelle aussi la diaspora que réveillez-vous. Sortez de la distraction. Informez ceux qui sont au pays. Vous voyez les réalités ici. Vous qui êtes en Europe, vous qui êtes en Amérique, vous voyez les réalités. Et voilà les hommes politiques qui ont caché cette mascarade-là depuis plus de 80 ans. Donald Trump est venu donner un coup de pied dans la fourmière. Eux-mêmes, ils sont en train d'avouer aujourd'hui que oui, cette politique capitaliste, libéraliste est allée trop loin. Nous avons détruit nos industries. Nous avons détruit notre agriculture. Pourtant, les agriculteurs se plaignent depuis 3 ans ici en Europe. Et je vais même dire depuis une décennie. Qu'ils ne s'en sortent pas. C'est les suicides. C'est au moins un suicide tous les jours qui passent. Les politiques ferment les yeux parce qu'ils sont sous l'emprise des financiers. Donald Trump est venu taper ça. Parce que lui, il veut que tous ces GAFAM-là reviennent produits aux États-Unis. Parce que ces GAFAM, ces 500 grandes capitalisations américaines ne payent pas les taxes aux États-Unis. Ils viennent s'implanter dans des pays qui payent moins de taxes, où la taxation est moins, comme en Irlande, pour déjouer la taxation. Et Donald Trump dit enough is enough. Et Donald Trump aussi, derrière ça, il ne faut pas qu'on se cache. Il vient régler ses comptes. Hein. Donald Trump vient régler ses comptes. Il faut comprendre que les compagnies comme Apple, Google, même Facebook avant, les Facebook, toutes ces grandes compagnies de la Silicon Valley, ils n'apprécient pas Donald Trump. Tu as vu lors de son premier mandat, il n'appréciait pas. Donc quand Donald Trump a dit que quand je reviendrai, vous allez me sentir. Donald Trump est en train de régler leurs comptes. Il règle les comptes aussi des politiques. Parce que vous savez que Donald Trump a été longuement... Il y a eu une chasse à la sorcière sur Donald Trump, sur ses affaires. Il règle les comptes de la justice aussi, parce qu'il a été condamné par la justice. C'est pour ça qu'il dit que la bureaucratie est corrompue, la bureaucratie est, je veux dire, incompétente, que la justice est une justice corrompue. Il attaque même certains médias. Donc Donald Trump est là pour régler ses comptes.
Et tu vois qu'il vient travailler maintenant pour le bas peuple qu'il a élu. L'Amérique profonde. Et cette Amérique aujourd'hui même, de l'extrême droite, attention, de l'extrême droite, qui se réclame, qui veut de America First. Oui, Donald Trump. Et Donald Trump vient taper un coup de pied sur la fourmière, même sur le plan diplomatique, il s'en fout des autres. Du jamais vu, il s'en fout des autres. Il s'immisce même, c'est-à-dire que dans la politique intérieure de certains pays. Il vient même critiquer même des fois les politiques, les condamnations judiciaires de certains pays. C'est pour te dire que nous sommes dans un autre monde. Hein. Et depuis 5 ans, je te le dis, hein, que le monde, nous sommes dans un autre monde, qui est un repli identitaire. Qu'on se doit aujourd'hui de faire du protectionnisme. C'est de bonne guerre. Faire du protectionnisme, donner la force à nos compagnies, et lorsqu'on aura suffisamment de force, on peut s'ouvrir aussi un peu. Mais tu ne fais pas ça, tu meurs dans le film. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois que ça ne sert à rien de pleurer. Ça ne sert à rien de dire que non, ils sont en train de venir prendre. Tu fais comme Ibrahim Traoré, tu te fermes, tu donnes la force à l'économie intérieure, tu apportes les moyens pour pouvoir accompagner les acteurs, les opérateurs économiques. Lorsqu'ils sont suffisamment costauds, en ce moment, tu peux dire, j'ouvre un peu la vanne pour qu'ils aillent aussi un peu voir ailleurs, ou pour que les autres aussi puissent venir un peu. Si ce n'est pas le cas, on meurt dans le film. On meurt dans le film. Moi, j'ai le courage de le dire depuis 5 ans. Mais je savais que dès que ça allait être là, c'est pour ça que je suis visionnaire. Maintenant que tout le monde, maintenant que tous les politiciens, tous sont en train de dire maintenant que oui, c'est vrai. Tu attends quoi? Tu fais quoi? Tu attends, tu fais quoi? Tu vois, c'est pour ça que je te dis, je partage avec toi dans la sobriété, de façon authentique. Je n'ai pas besoin de m'afficher, te dire que voilà, avec X ou Y. Moi, j'ai commencé bien avant l'entrepreneuriat. Je suis entrepreneur, je ne suis pas commerçant. Et je peux te dire, moi, que pour savoir que quelqu'un est riche, ce n'est pas les billets des banques. Mais c'est de demander qu'est-ce qui te procure ta richesse. Tu dis que tu es millionnaire, c'est bien. Mais qu'est-ce qui te donne ces millions? Moi, je te dis que si je suis millionnaire, je produis le poivre. J'ai des plantations, j'ai des hectares de poivrières. Je ne te dis pas que je vends le poivre, mais je produis. Je produis le palmier à huile. J'ai des hectares et des hectares de palmier à huile. J'ai une usine de transformation. Je produis le Ndiansang, je produis le Bitacola. Je fais même les cultures vivrières. À toi maintenant, si tu as l'habitude de consommer ces produits-là, de faire la valorisation, de comprendre, de pouvoir déduire que non, il est riche ou elle est riche. Je n'ai pas besoin de te montrer les billets de banque. Les billets de banque, je peux aller prendre un crédit. On peut prendre un crédit. On peut singer la richesse. Tout comme tu as dit que là, beaucoup font. On dit fake it until you make it. On va singer la richesse. On va aller s'habiller d'une certaine manière. On va aller prendre les photos ici à gauche. On va aller louer les voitures de luxe. On va aller prendre le crédit pour aller voyager en première classe pour paraître riche. Pour venir vous vendre ces rêves-là et vous soutirer les sous. Oui. Est-ce que c'est la fin du monde? Non, c'est-à-dire que c'est la fin d'un autre monde. C'est la fin d'un autre monde qui va demander qu'on soit pragmatique, qui est du pratico-pratique. C'est aujourd'hui la production, c'est la création de richesses réelles qui doit prendre le dessus. On ne doit plus que laisser les gens qui viennent nous brasser le vent, nous voler. Dites-moi, lorsque tu vas investir en bourse, les fonds de pension, les fonds d'investissement, ceux qui sont en bourse, pour un peu, ils mettent leur compagnie en bourse. Vous savez comment les manipulations de chiffres, ils vont surévaluer leur entreprise pour vous permettre de venir investir là-dedans. Et en quelques mois ou quelques années, vous apprenez que la société, la compagnie est tombée en faillite, que le fonds d'investissement est en faillite, que c'est du Ponzi. Comment vous pouvez imaginer que les personnes comme les Bernard Madoff ont pu flouer, c'est-à-dire que plus de 3 000 milliards de dollars
Bernard Madoff. Comment vous imaginez comme les banques comme Lehman Brothers, des institutions, ont pu faire faillite? Comment vous pouvez accepter des banques comme Goldman Sachs, qui existent encore, qui ont floué les personnes, dont l'État américain a dû dépenser plus de 1000 milliards. La crise de 2008, le gouvernement américain a dépensé plus de 100 000 milliards. 100 000 milliards pour sauver la finance. Mais eux, ils savent qu'ils sont tellement costauds que les États ne peuvent pas les laisser échouer. Parce que ça se dit en anglais, too big to fail. Too big to fail. Ils sont tellement costauds qu'on ne peut pas les laisser. Et c'est le cas pour tous ces GAFAM-là. Ils savent qu'ils sont tellement costauds que l'économie mondiale, la population, tout le monde est allé mettre leur argent, c'est-à-dire que dans ces entreprises-là. Donc s'ils échouent, c'est l'économie mondiale qui va échouer. Je viens vous dire ici qu'on ne part pas à armes égales. Que oui, chaque État qui veut prospérer que sur le plan économique se doit d'accompagner les acteurs. Tous ces GAFAM américains que vous voyez, c'est des purs produits du gouvernement américain. La Silicon Valley